Guillaume Niclou, bonjour. Bonjour. On se rencontre pour votre dernier film qui a été présenté hier en séance spéciale au Festival Reims-Polar. Déjà, je ne sais pas si c'est la première fois ou si vous étiez déjà venu au Reims-Polar. Enfin, au Reims-Polar ou au Festival du Polar, du Temps de Cognac ou de Baume. Je suis pas sûr que vous n'y soyez pas venu avant quand même présenter un de vos films. Peut-être un des premiers même. Je me souviens en tout cas être venu pour Une affaire privée qui avait été projetée à Cognac. J'ai juste relaté l'anecdote hier soir parce que ça avait été suffisamment marquant. J'avais croisé Alain Delon avec qui j'avais échangé quelques mots et c'était un moment assez impressionnant pour moi parce que c'était une figure de ma mythologie cinéphilique et du coup cette rencontre avait vraiment marqué petit séjour à Cognac. J'avais l'envie justement de... Enfin, vous avez fait tourner Depardieu dans un ou deux de ses, même plusieurs de ses plus beaux rôles. J'avais envie justement de travailler avec Delon, Belmondo, des gens comme ça, des figures, comme vous l'avez fait avec Josiane, comme vous l'avez fait avec Thierry Lhermitte, où vous les avez complètement emmenés vers autre chose et où vous avez montré qu'ils étaient capables, Thierry et Josiane, d'être autre chose que les petits rigolos des bronzés. C'est toujours étrange parce que c'est pas un choix délibéré. Moi, j'ai jamais catégoriser les actrices, les acteurs. Je pense qu'ils réagissent par rapport à ce qu'on leur propose et que ce soit Josiane ou Thierry, ils avaient à quelques occasions déjà exploré des zones moins dans un univers qui n'était pas celui de la comédie. Donc j'ai pas été le premier à leur proposer on va dire entre guillemets des contre-emplois. Concernant Alain Delon, si, j'avais très envie de lui proposer un film. Malheureusement, sa santé à ce moment-là n'était pas les meilleures et je crois qu'il avait quand même aussi renoncé au cinéma, donc j'étais pas dans le bon timing. Ouais. Dans Une affaire privée et cette femme avec Josiane Bolasco, vous les avez quand même amenés assez loin, je trouve. Et c'est vrai, ils avaient déjà fait des rôles et ils en ont fait depuis. Ils ont montré qu'ils étaient capables, comme tout comique et comme tout acteur, d'être bon partout, quoi. Mais là, vous les avez emmenés quand même dans des territoires assez plus sombres et en même temps, ça va nous permettre de parler aussi de Mai à mort, mais vous avez déconstruit le film de genre qui était le polar. Oui, alors ce qui est intéressant avec le film de genre, notamment le thriller ou le film noir, c'est que sous cet alibi de structure scénaristique qui développe une intrigue avec un personnage qui va affronter de multiples dangers pour résoudre ou pas une énigme, on peut, à l'inverse d'un film qui est très personnel, dans lequel on explore des zones plus intimes, on peut dans un film de genre, justement, y introduire avec des strates beaucoup plus souterraines des problématiques qui nous sont propres. Donc c'est je dirais, l'intérêt du film de genre, que ce soit un western, que ce soit un thriller, que ce soit un mélodrame. Enfin, j'essaie d'explorer en tout cas ces genres qui me sont pas forcément directement liés, pour justement traiter de façon plus souterraine des problématiques personnelles. Et puis vous avez révélé un écrivain adoré ou parfois maudit qui est Houellebecq, où là vous avez montré qu'il pouvait être un acteur à part entière, quoi. On s'y attendait pas, on s'est dit Houellebecq chez Guillaume, moi je me suis dit qu'est-ce que ça va donner, et j'ai pas été surpris, j'ai été au contraire, je me suis dit ah ouais, ok, c'est lui. Oui, alors avec Michel c'est particulier parce qu'on s'était rencontrés il y a vraiment plusieurs années. Je sortais un roman en même temps que lui, et rapidement je me suis dit que c'était évidemment un écrivain, mais il avait également quelque chose qui pouvait le destiner à explorer une zone artistique autre. Pour nous tester, je lui ai proposé de jouer le patron des services secrets français dans un film pour Canal+, qui traitait de l'affaire Gorgi. Et à la suite de cette rencontre, j'ai décidé de lui proposer un film qui explorerait, je dirais, d'une façon un peu comique, l'autofiction. C'est-à-dire en partant d'un postulat vraisemblable qui était celui de son invitation un festival littéraire. Il est monté dans l'avion et il n'est jamais arrivé. Donc une certaine presse avait à un moment donné prétendu qu'il avait été enlevé pendant quelques heures. Et je suis parti de ce postulat pour développer une espèce de tragicomédie autour de sa personnalité et d'explorer une partie de ses traumas et en même temps des miens. C'est toujours un maillage très particulier entre nos préoccupations qui sont souvent très éloignées mais qu'on essaie de rassembler pour cristalliser quelque chose
autour d'un objet filmique qui tend à la fois vers une forme d'improvisation, mais toujours très contrôlée, c'est-à-dire toujours à partir d'un écrit et toujours dirigé pour aller vers un objectif commun. Ouais. D'ailleurs, il y a eu un second film, puis dans le premier, il y avait quand même Blanche Gardin. Alors c'est une trilogie, oui, il y a l'enlèvement de Michel Houellebecq, il y a Thalasso, il y a... le nom m'échappe, là. Ah oui, dans la peau de Blanche Houellebecq. Oui. On va revenir quand même à Mis à mort. Il y a déjà une chose par rapport à Mis à mort. Est-ce que ce n'est pas une synthèse aussi de tout ce que vous avez fait? Bien que, si on voulait vous définir, ça serait difficile parce que vous avez touché à tous les genres. Histoire, polar, vous êtes passé par tout, fiction, horreur même, avec l'excellent Latour. Et si on partait du principe des genres, on dirait il est inclassable. Moi, je dis non, parce qu'il y a une constance. Et est-ce que justement, cette constance des personnages, des milieux, on verra aussi du décor, c'est pas cette synthèse qu'on retrouve dans Mis à mort? Genre un film qui marquerait toute une carrière en annonçant peut-être quelque chose. Est-ce que vous allez encore nous surprendre? Enfin, comme toujours. Écoutez, j'espère surprendre, oui, parce que le premier surprise, c'est vous. Moi. Donc, c'est un petit peu mon moteur, à la fois de me surprendre et d'explorer les désirs multiples filmiques. Donc je suis toujours très, très friand de saisir le moment où le désir se met en marche. Je ne suis pas le bon analyste de mes films, ni de ma trajectoire. Donc c'est plutôt à vous de révéler les moments qui peuvent vous sembler marquants. Moi, je fonctionne d'une façon sans doute un peu atypique, c'est que les films qui sont terminés ne m'appartiennent plus et je n'ai pas de nostalgie ni de regard sur eux. Je ne vois pas mes films, pas par désintérêt, mais parce que je ne les verrai pas. J'ai déjà tenté, je ne parviens pas à les voir. Je vois tout ce qui est autour sans m'intéresser au film en tant que spectateur. C'est donc pas une situation très agréable. Par contre, je suis un bon spectateur des autres films. Ouais. Des miens, malheureusement, je ne parviens pas à les regarder avec un œil purement distrayant et sans analyser. Voilà. Ouais. Mais alors, est-ce que c'est parce que vous êtes comme certains réalisateurs qui disent non, je vois pas mes films parce que je le referai à chaque fois et je me dis non, là ça va pas, là ça va pas, faut le refaire. Et du coup, il est tellement déçu de son propre travail entre guillemets parce que ce sont des gens comme vous qui vont à la perfection. Non, c'est pas dans c'est que mon cerveau n'arrive pas à dissocier ce que j'ai vécu de ce que j'ai fait et qui se retrouve sur l'écran. Ma vie est trop impliquée et intégrée dans la fabrication pour que je puisse le regarder d'un œil neuf. Donc je ne parviens pas à rentrer dans mon film et puis même si je le pouvais, je n'ai pas ce regret d'avoir mal tourné ou mal fabriqué. La chose, une fois qu'il est fait, il est fait. Et je ne suis pas dans cette nostalgie ou dans ce regret. Ouais. Ce que je regretterais, c'est de ne pas pouvoir mettre à terme un film que je prépare. Mais celui qui est fait, il est terminé, et c'est derrière. Alors, est-ce qu'en fin de compte, ce qui vous qualifierait le mieux, presque toujours ces films sont en écriture automatique et d'ailleurs moi ce qui m'avait un peu frappé, il y a une espèce de ces surréalistes comme Léo Mallet, un breton surtout, mais je pense à Mallet avec ses polars et tout ça, comme vous ça se voit pas forcément. Est-ce que c'est pas ça vous, comme les surréalistes, aller de l'avant, aller ne pas vous bloquer dans quoi que ce soit et laisser aussi parler autre chose, un petit peu comme le calligraphe, c'est peut-être autre chose qui trace le film et l'écriture. Oui, ça a été en tout cas un procédé que j'ai exploré dès mes premiers films. Les 3 premiers ont été écrits. Au théâtre aussi, partout. Oui. En roman aussi. Oui. Et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à éviter de structurer, de rationaliser un récit et de laisser souvent le personnage dicter la conduite de l'intrigue. Ensuite, je ne m'interdis pas de structurer par moment et d'organiser d'une façon beaucoup plus précise les événements. Et je ne présuppose pas, je ne psychologise pas les comportements, je laisse simplement résonner des situations qui s'emboîtent pour voir où cela me mène en fait. C'est une exploration beaucoup plus psychanalytique d'une certaine façon dans la mesure où je ne cherche pas à intellectualiser mais plutôt à ressentir. C'est plutôt des projections impressionnistes. Oui, d'ailleurs, je l'avais lu à un moment, ce qui va guider au personnage, moins la raison, c'est plus l'instinct, la sensation qu'on a pour... moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça, d'ailleurs, peut-être que j'ai accroché à vos films tout de suite et qui m'ont emballé. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une construction
parce que c'est un mécanisme quand même assez précis et bien fait. Même si parfois c'est les personnages qui nous entraînent, ce qui veut peut-être dire qu'il évolue aussi à chaque moment, de l'écriture jusqu'au montage, mais ça veut pas dire effectivement qu'il n'y a pas une précision dans tout. Oui, en fait, il y a toujours, je fais pas du tout de théorie et j'essaie plutôt de... Non, c'est mon boulot, c'est ça que vous allez me dire. De désapprendre, parce que j'ai l'avantage et le désavantage d'avoir réalisé beaucoup de films, donc il faut toujours qu'il y ait un moteur inattendu pour moi qui m'entraîne dans des zones que je n'ai jamais explorées. Un film pour moi comme La Petite, qui est un mélodrame, je dirais mainstream, assez classique, est un challenge aussi important que La Religieuse ou... La Divine. Que La Divine, par exemple, qui est plus l'exploration du mélodrame, d'un biopic inversé ou déstructuré qui tend vers le romantisme aussi. Ouais, tout à fait. Alors j'essaie de respecter le genre et de le corrompre en même temps pour essayer de développer chez moi des instincts de mise en scène vers lesquels je ne tends pas naturellement, et de voir comment je réagis par rapport à cette procédure, en fait. Donc on explore, qui est quand même l'art des contraintes maximum, et de voir comment notre espace de liberté à l'intérieur voyage, cohabite avec nos préoccupations du moment aussi. C'est ça que j'essaie de garder le plus frais possible. Et ça, c'est très compliqué, parce que c'est non seulement l'art des contraintes, mais c'est l'art de la dilution temporaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a envie d'un film dans la tête et le moment où il est terminé, il peut se passer au moins 2 ans. Donc, il faut être convaincu, mais d'une façon, je dirais, parce que la volonté, il n'y a rien de plus facile. La volonté, on peut arrêter de fumer, on peut arrêter, il y a plein de choses. Ce sera dur, mais on peut y arriver par la volonté. Moi, j'essaie de ne pas explorer la volonté. C'est pas la volonté qui m'intéresse. C'est de saisir ce qui est caché et ce qui nous conduit sans qu'on en soit conscient. C'est plutôt d'explorer cette zone qui est très trouble, qu'on a tendance à masquer, et j'essaie d'aller creuser dans ce sens. Dans ce sens-là, oui. Mais du coup, ce qui fait que, c'est ça aussi qui est bien dans vos films, c'est que, moi j'ai l'impression, alors peut-être pour vous aussi, que c'est toujours le premier film. Vous voyez, il y a cette difficulté, parce que on a des acquis techniques et autres, etc., qui se font, donc on n'y arrive pas toujours. Le maître Zen nous dit qu'à un moment, il faut oublier la technique pour redevenir le jeune novice qu'on était. Et chez vous, c'est ça, on a l'impression que c'est toujours le premier film, qu'il y a un éternel recommencement, comme un petit peu d'ailleurs dans l'idée des surréalistes, comme dans l'idée justement de sentir les choses, ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que je parlais, c'est compliqué de désapprendre. J'essaie à chaque fois de me placer dans une situation où les acquis sont rangés, mis de côté, pour retrouver une espèce de fraîcheur qui me permettrait d'être à la fois fragile, sensible, de retrouver cet instinct. C'est ce qui est assez compliqué. Mais comme je considère toujours que réussir un film est toujours un petit miracle, j'ai l'impression de ne pas avoir trop de mal à me replacer dans cette fraîcheur-là. Je ne dirais pas qu'elle est instantanée, mais au moment où les choses se mettent en place, j'ai l'impression d'être naturellement conditionné pour retrouver cet état. Ce qui est intéressant aussi dans ce film-là, on reviendra un peu sur les personnages, on a peu de temps, le paysage. C'est-à-dire que souvent, et vous l'avez dit dans la présentation, il y a une écriture qui s'est faite par rapport au paysage, comme avec The Valley, avec Depardieu. Et j'irais même plus loin. Souvent, on dit le paysage est un personnage. Alors, mais il est toujours un personnage secondaire. Il peut avoir le second rôle. Là, j'ai l'impression que le paysage est un personnage principal. Il a autant de valeur que Magimel, que Pomme, que les 3 personnages principaux. Et qu'il influe aussi sur l'histoire comme un personnage principal et non plus comme un personnage secondaire ou un personnage lointain. Oui, c'est peut-être pour ça qu'ils sont des déclencheurs qui participent à la genèse du projet. Vous parliez que ce soit de Valley of Love avec la découverte de la vallée de la mort, ou de la jungle vietnamienne concernant les confins du monde, ou même les couvents concernant la religieuse. Ils ont une valeur qui est autre que symbolique. Elle est déterminante dans le parcours, là aussi. Des protagonistes. Donc c'est en effet un personnage central dans lequel les protagonistes évoluent. Et les Canaries notamment Grand Canaria est une île très particulière parce qu'elle est capable d'offrir des paysages tout à fait attendus, qui sont ceux des bords de plage, que ce soit de sable blanc noir,
mais également une architecture très étonnante sur les complexes hôteliers, sur la construction même des villes. Et puis, si on veut bien rentrer à l'intérieur des terres, des paysages très très proches du Grand Ouest américain. Donc c'est très paradoxal comme endroit. Très ensoleillé, très venteux, avec des traditions. Les couleurs aussi. Vous allez du bleu à l'orange, au rouge, avec des nuances exceptionnelles qui là aussi sont importantes. Qui marque ce que les personnages vivent, quoi. Oui, après, on a élaboré un procédé qui nous a permis de dénaturer. Oui, c'est ce que je pensais. J'osais pas le demander. Mais en même temps, ça donne du sens au récit. Avec cette magnifique image, la première avec les crocodiles dans une espèce de rouge, avec les dents comme ça, lumineuses, quoi. Et puis un des derniers plans, qui est celui du soleil et de l'enfant, quoi. Où là, on comprend que ce qui a gagné dans cette histoire, c'est la vie. Oui. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas alors du coup du John Ford chez vous? C'est-à-dire que, je dis ça parce que je suis en train d'analyser la chose, c'est fantastique. Et l'un des présentateurs dit John Ford, c'est à la fois les huis clos, donc la boîte de nuit, la chambre et les grands espaces. Et là, c'est pas toujours dans vos films comme ça où il faudrait que je re-regarde parce que ça me turlupine maintenant. Et là, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez d'un extrême à un autre, comme Ford allait, oui. En les sublimant tous les deux. C'est pas désagréable. Mais vous n'y avez pas pensé? Vous n'êtes pas dit, tiens, il y a peut-être du Ford là-dedans? Non, mais en tout cas, l'idée de l'enfermement, on peut se retrouver enfermé dans des espaces gigantesques, au même titre que dans un placard. Donc c'est l'espace mental qui réduit finalement de la chose. Mais oui, j'ai une attirance pour les grands espaces et en même temps les espaces réduits, qui sont des sortes de prisons naturelles, géographiques. Donc on n'est pas plus libre dans l'un que dans l'autre. 360 degrés où on n'a pas de ligne d'horizon. C'est pas forcément un meilleur endroit pour rêver ou pour voyager ou pour vivre des aventures. Je crois que tout est en nous, en vérité, et que l'état mental dans lequel on se trouve participe beaucoup à ce qu'on vit, peu importe l'endroit où on est. Ce qui n'est pas le cas de Ford, ils n'enferment pas dans les grands espaces, au contraire, c'est une fuite. Mais il y a aussi un des points communs à toute votre œuvre, c'est vos personnages. Des personnages fracassés, des personnages qui vont devoir là suivre une route avec un but. Mais le but, là, retrouver son ami qui est perdu. Et comme toujours dans l'histoire du voyage, ce qui compte, c'est pas le but, c'est le voyage qu'on a à faire. Et ce voyage est aussi bien une reconstruction pour les personnages, que ce soit pour Benoît Magimel, Vincent, ce directeur de boîte de nuit, ou pour Pomme, cette jeune femme qui mixe et qui recherche son ami. Le voyage se fait intérieur et le voyage est en fin de compte, sans qu'ils ne s'en rendent compte, une quête d'eux-mêmes. Est-ce que c'est aussi faire des films pour vous, un peu ça? Sans doute que les films participent à cette exploration intime qui me relie à ce médium. C'est d'être en permanence confronté à ce que je fabrique, à ce que je suis au moment où je fabrique. C'est cette correspondance permanente entre le moment où germe l'envie de projeter une histoire et de quelle façon je vais tenter d'y parvenir. C'est ce parcours qui m'intéresse. Qui est celui de vos personnages, du coup, là-dedans. Oui, parce que je suis tous les personnages et toujours des projections qui sortent de nous. Donc, j'ai beaucoup d'affection pour chacun d'entre eux, forcément, même les plus terribles. Des fois, ils peuvent être durs, quand même. Oui, bien sûr. Mais c'est le principe aussi du cinéma, sinon c'est pas intéressant. C'est surtout, finalement, le but, c'est de raconter des histoires. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec il y a un moment une espèce de mafieux du coin, etc. Et ça aussi, vous aimez bien nous égarer comme ça, des fois, par des petites choses. Alors on s'en va par là, puis on se dit merde, non, c'est pas la bonne route qu'on a pris. Ça, j'aime bien. Et souvent, c'est des détails. Et il y a aussi un soin chez vous. C'est fouillé, mais elle est pure. Vous voyez ce que je veux dire? Le mot juste.
par exemple, les sectes, qui sont une des thématiques importantes, en 3 phrases, c'est dit. En quelques photos, il n'y a pas un long discours. Bon, ça peut être Raël, ça peut être la secte du soleil ou d'autres. Ça ressemble plus à celle-là. Et en même temps, c'est important quand même pour l'histoire. C'est cette histoire aussi d'être enfermé ailleurs, d'être prisonnier de quelque chose. Non ? Oui, je cautionne. Ouais. Non, mais je suis plus dans une forme d'économie. J'ai tenté quelque chose dans mon dernier film là que j'ai terminé. Qui va sortir, on en reparlera. Non, celui, voilà. J'ai essayé de faire un film bavard, beaucoup plus que d'habitude. J'ai hâte de voir. J'ai essayé d'être beaucoup plus bavard, voilà, qui était pour moi un challenge. Je tente le film bavard. Je vous donne rendez-vous si on le peut à ce moment-là, parce que ça m'intéresse. Mais oui, c'est vrai que dans tout le film, la parole est autant importante, j'allais dire, que le jeu des personnages. Dans La Divine, il y a aussi tout ce personnage qui est extravagant, qui est magnifique. D'ailleurs, c'est souvent Depardieu aussi. Et là, vous avez l'acteur de choix, parce qu'il sait aller dans ces choses-là. Et la parole. Et tout ça fait un tout. On se pose pas de questions. Et je suis sûr que dans ce film bavard, on se dira pas il est bavard. On se dira, tiens, on retrouve ce qu'on avait aimé chez Guillaume Niclou. J'espère. En tout cas, je vous remercie de vous être levé tôt.